Eh ben, Lou Alexandre, c'est un plaisir de te recevoir ici, c'est un honneur. On a vraiment la chance de t'avoir aujourd'hui sur le podcast de Token Talkers. C'est pas facile de t'avoir et merci vraiment de prendre le temps pour ça et merci de prendre le temps pour la communauté Web3 parce qu'on sait que c'est important de développer et d'apprendre. Voilà, c'est le rôle des personnes comme toi, c'est aussi la formation et Oui. merci de prendre le temps pour ça. Est-ce que tu peux rapidement te présenter qui est Louis Alexandre? Alors, merci Jean de me recevoir. Je suis très content de passer parce que j'avais entendu parler de ton podcast. Merci. Alors, moi, je fais de la gestion de patrimoine ou gestion de fortune depuis plus de 20 ans comme indépendant, c'est-à-dire que Wow. j'ai ma propre structure, j'ai une dizaine de salariés. Notre spécificité, c'est d'être capable de se positionner uniquement sur du conseil. Beaucoup de personnes dans le secteur sont essentiellement rémunérées par les produits, par les Ouais, commissions ou les rétrocommissions des produits. Nous, on a fait le choix de pouvoir offrir à nos clients, chaque fois qu'ils le souhaitent, de nous payer lui-même pour avoir un conseil. Donc incroyable. ça, c'est une des spécificités. La deuxième spécificité, c'est qu'on est passionné d'innovation. Et mon équipe, qui est basée principalement à Bordeaux, il y a 9 personnes à Bordeaux, s'ouvre à l'ensemble des actifs. Donc en 2013, on s'ouvrait beaucoup à tout ce qui était crowdfunding, fintech, ainsi de suite. Et depuis 2014, je suis le Bitcoin. Depuis 2019, on en a parlé, enfin on a parlé de nos clients depuis 2016, et on a véritablement commencé les stratégies d'investissement à partir de 2019, avec une accélération plus forte depuis 2021. Et enfin, tu vois, on utilise aussi l'IA Ouais. dans l'entreprise pour l'instant plutôt pour de la génération d'images, mais là on a un travail de fond pour l'automatisation de certaines tâches. Waouh! Ah oui, donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses quand même pour la boîte. Et félicitations pour tout ce que tu fais, c'est vraiment incroyable. Je pense que tu dois pas beaucoup dormir, euh, ou en tout cas, je sais pas comment tu vis la pression, mais je pense que ça doit être vraiment, vraiment difficile. Aujourd'hui, vous accompagnez combien de personnes sur la partie conseil en patrimoine? Alors on a à peu près 400 clients Waouh! répartis selon les différents conseillers. Euh, Chacun ne demande pas le même niveau d'accompagnement, le Bien même sûr. niveau de conseil. Mais en tout cas, chacun d'entre eux est contacté au moins une fois par an. On a un contact avec eux en visio, en téléphone ou en physique une fois par an. Et puis il y a des clients que l'on voit plus régulièrement, puisqu'il y a des patrimoines qui dépassent quelquefois les 30 millions d'euros. Et donc là, ce sont des gens qu'on voit beaucoup plus régulièrement, sur lesquels on fait des services personnalisés que les gens appellent du family office ou bureau de famille, simplement parce qu'on va les aider dans l'ensemble de Ouais. la gestion de la finance, du droit au quotidien. Quand ils vont acheter, par exemple, un bien immeuble, ben, on est capable de faire en sorte que les fonds soient là quand il faut, les statuts de la société soient revisités, Waouh! qu'on ait le bon avocat fiscaliste qui vienne. Mais tout ça, ça s'organise et on délègue bien les tâches. Et puis, tu sais, pour répondre à ta question sur la sollicitation, euh, ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie de m'appliquer à moi-même, j'essaie que faire en sorte que chaque collaborateur puisse se l'appliquer. Mhm. Qu'est-ce qui, dans mon métier ou dans ce que je fais, est essentiel? Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc ça, c'est les deux axes qui permettent d'aller dire ce qui est non stratégique, j'essaie de le sous-traiter à quelqu'un d'autre ou en extérieur, Ouais. si c'est non stratégique. Et c'est quelque chose que moi, j'ai commencé à m'appliquer et peu à peu, un certain nombre de personnes dans l'équipe l'appliquent aussi, ce qui permet d'avoir, avec la même équipe, de prendre peut-être 20-30% de croissance Waouh! quand tout le monde applique ce domaine-là. On se concentre sur là où on a le plus de valeur ajoutée. Bravo. Bah, ça doit vraiment pas être facile tous les jours quand même. Je confirme, ça doit être difficile. Mais en tout cas, vraiment bravo et je pense que les clients sont vraiment très contents de travailler avec toi. Si on a besoin de te contacter, où on doit te contacter par LinkedIn, directement sur la société. Alors, l'ensemble des collaborateurs sont présents sur LinkedIn. Incroyable. Donc, ça, c'est une première manière de contacter. Moi, je réponds toujours aux contacts sur LinkedIn. Deuxièmement, on a un site qui s'appelle l'Atelier du Phare, D'accord. puisque notre emblème, c'est le phare de Cordon. Donc, l'atelierduphare.com ou montagnepatrimoine.fr, il y a un bouton contact. Et s'il y a un contact, un collaborateur répond la plupart du temps dans l'heure ou en tout cas dans la journée qui suit le contact. Rapide. Et puis on a aussi un canal Instagram aussi sur lequel on peut nous Ok. contacter. On est assez disponible. Partout. Et puis au moins sur l'atelier du phare, on voit les compétences de chacun. C'est-à-dire qu'on a qui sont si on veut de la crypto, ben, ça sera Louis Denis, Paul Rocky ou moi-même. Ouais. Alors que si on veut, par exemple, du conseil sur des CPI, ça sera Pauline Moineau. Si on veut du droit de la famille, ça sera Sophie Pallier. Si on veut des éléments techniques, ça sera Yann Vellard. Si on veut des éléments plutôt marché traditionnel, ça sera plutôt Julien Renarda. Si on veut des questions de prévoyance et de retraite, ce sera Tiffaine Granel. Tu vois, on est chacun avec un domaine de spécialisation et des compétences transversales. Très bien organisé. Ouais. Chacun son focus. Félicitations. Et aujourd'hui, bah, on se retrouve à Block Event à Montpellier, à la Grande Motte. Oui. Merci d'être là pour cet événement.
qu'est-ce qui est important pour toi quand il y a des événements comme ça? C'est important, j'essaie d'y participer, c'est de développer et d'apprendre voilà, autour de la communauté. C'est important pour toi voilà, de parler, d'expliquer un petit peu ton savoir, parce que ton savoir est immense. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le partager. Il y en a qui disent, moi, ce que je sais, c'est pour moi, je le partage à personne. Toi, tu es là, tu dis, écoutez, moi, je sais plein de choses, je vous l'offre avec grand plaisir et vraiment encore merci pour ça. C'est important pour toi de communiquer autour de ça et d'apprendre. Alors en fait, il y a une parabole de l'évangile qui est les talents. Et à un moment donné, il y en a un qui on donne 5 talents, un autre 2 talents et un troisième 1 talent. Il y en a un qui fait fructifier les 5 premiers, le deuxième les 2 autres et le troisième, il a tellement peur qu'il enterre son talent et il le rend à la fin. Un talent, c'était une grosse somme monétaire à l'époque du Christ. Et alors, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup inspiré en me disant ben, quels sont les talents que l'on m'a confiés. Et notamment, j'ai une capacité, enfin, je suis assez à l'aise sur scène. Donc, c'est une manière de partager. Comment j'ai acquis un savoir bah, par la lecture, mais aussi parce que j'ai des gens qui m'ont guidé à une époque. Gonzague Grandval, le premier sur Bitcoin, Ouais. Jacques Favier, enfin Adlit Akalbataï, Jacques Favier, et d'autres qui m'ont vraiment donné envie d'apprendre. Puis, comme beaucoup, je suis allé voir les vidéos d'Owen, et puis j'ai constitué après mon propre savoir. Et il est important, quand on a des facilités de communiquer, de partager ce savoir parce que, bah, de toute façon, on ne va pas en partir dans la tombe avec son savoir. Et je suis venu ici parce que Mehdi m'a demandé, il m'a dit Louis, j'aimerais vraiment que tu viennes. Bon, c'est vrai que dans un emploi du temps un peu chargé, c'était compliqué, mais je lui ai dit écoute, Mehdi, si tu me donnes 15 minutes pour faire une keynote, je viens parce que je pense qu'il est important que je puisse faire une keynote au moment où on parle sur Bitcoin Ouais. et les fondamentaux de Bitcoin. Il a dit banco. Et c'est pour ça que je suis venu, c'est pour ça que j'ai fait cette keynote dont on va peut-être parler un petit peu Ouais. sur les fondamentaux de Bitcoin. Effectivement, bah justement, la transition est super bien faite. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du Bitcoin? Effectivement, pourquoi on sait qu'en ce moment le prix grimpe? Est-ce qu'il faut être focus sur le prix? Est-ce qu'il faut être focus sur autre chose? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'analyse? J'ai écouté vraiment ce que tu as fait en keynote, elle est incroyable. Je pense que tous les gens de la salle, ils en ont pris plein les oreilles et félicitations à toi. Et est-ce que tu peux voilà, nous faire un petit peu un débrief de pourquoi Alors, tout ça? petit aparté avant, Oui. moi j'ai des convictions et l'humilité. L'humilité qu'on doit toujours apprendre et des convictions et pas des certitudes. Maintenant, revenons sur Bitcoin. J'ai intitulé ma conférence Bitcoin et les 4 fantastiques parce que ce sont les 4 objections majeures que l'on a sur Bitcoin. En fait, des objections qui sont assez faciles, auxquelles il est assez facile de répondre. Donc, aujourd'hui, on voit que la courbe monte régulièrement sur le prix de Bitcoin et notamment un certain nombre de gens non avertis s'intéressent à Bitcoin maintenant. Exemple, je parle à un expert comptable depuis plusieurs mois, je dis c'est important que je puisse former vous, vos associés et vos équipes sur les cryptos. Ça fait 1 an que je lui demande. Eh bien, ce matin, j'ai un message de la part de l'associé principal qui dit Louis, il faut que tu nous fasses une formation rapide et puis après on formera les équipes en juin. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'ait pas pu faire ça avec 1 an Ah d'avance. non, Bon, bien sûr. maintenant, on a un certain nombre de personnes qui vont nous contacter parce que Bitcoin monte. Ce n'est pas forcément les contacts de meilleure qualité. Par contre, c'est l'occasion de leur rappeler les fondamentaux. Mhm. Alors, on va revenir sur les fondamentaux de Bitcoin. Bitcoin est créé en 2008 dans un système bancaire extrêmement fragilisé, on va dire en faillite. Depuis 2008, ne nous voilons pas la face, la santé des banques, notamment européennes, n'est pas très très bonne, n'est pas bien meilleure. Même si en apparence elles font des bénéfices, il faut savoir qu'il y a quand même des déséquilibres. Et on a pu voir l'année dernière des banques américaines faire faillite. Donc on peut dire que des 2 côtés de l'Atlantique, il y a une certaine fragilité bancaire. Par rapport à ça, Bitcoin apporte un échange de valeur, enfin c'est fait pour être un échange de monnaie, de cash, d'une personne à une personne, sans Mhm. tiers de confiance. Mais cette capacité de la chaîne a transformé la perception qu'on en avait comme une réserve de valeur. Pourquoi une réserve de valeur? Parce que Bitcoin est émis à 21 millions de jetons. Et 21 millions de jetons, c'est une quantité limitée dans un monde qui imprime de la dette et encore de la dette et encore de la dette. Hier matin, 18 milliards émis par la France à 30 ans. Ah oui, c'est Voilà. énorme. Euh, oui, mais sur une dette de plus de 200 milliards qu'on doit émettre cette année. Donc, euh, on a un monde qui émet de plus en plus d'argent, donc ce qui veut dire que l'inflation joue de plus en plus. Et dans ce cadre d'inflation, quels sont les éléments qui gardent de la valeur? Les éléments qui sont
disponibles en faible quantité. Mhm. Ce qui veut dire que ces dernières années, on a vu les voitures de collection très rares prendre Beaucoup de valeur. beaucoup de valeur, les montres de qualité Mhm. d'exception prendre beaucoup de valeur, l'art moderne pour différentes raisons prendre beaucoup de valeur, l'immobilier qui représente beaucoup trop dans le budget des jeunes pour pouvoir se loger, et puis un peu l'or est passé de 700 dollars avant enfin 600 dollars avant la crise de 2008 à peu près 2000 dollars l'once maintenant. Eh bien, il est normal que dans ce fondamental de fragilité du système bancaire, Bitcoin soit un élément d'ancrage, puisqu'il est lui-même déflationniste. Ça, c'est un premier élément fondamental qui est la base. L'environnement économique n'a pas changé. Bitcoin est une promesse qui n'a pas changé. Cette promesse est de plus en plus visible et de plus en plus crédible. Voilà. D'accord. Ça, c'est le premier des fondamentaux. C'est un fondamental qui est plutôt économique. Après, on a un deuxième fondamental qui est un fondamental technique et je veux dire de sécurité ou d'indépendance financière. Je remarque une chose, c'est que un certain nombre d'États ont envie de s'inspirer du bon côté, enfin du bon côté pour eux, enfin, et du mauvais pour nous, de Bitcoin pour mettre en place des monnaies numériques. Ouais. Ces monnaies numériques de banque centrale vont permettre de faire plein de choses, vont permettre de programmer la monnaie, vont permettre de faire des échanges plus efficients, mais en même temps vont amener une dose de contrôle. Mhm. Et je remarque une chose, c'est qu'il y a deux pays qui ont fait l'expérience de la monnaie digitale ou numérique, c'est la Chine et le Nigeria. Oui. La Chine a essayé d'interdire Bitcoin, il n'est pas arrivé. La Chine a interdit le minage Bitcoin, elle a renoncé à l'interdire parce qu'elle s'est rendue compte que ça équilibrait son réseau électrique. Le Nigeria a mis en place le e-Niro, qui est la monnaie digitale, monnaie numérique nigériane. Eh bien, au début de l'expérimentation, au bout de 12 mois, on avait 1,5% de la population qui avait adopté le e-Niro. Pendant ce temps, 35% de la population avait adopté Bitcoin. Donc, ce qui veut dire, deuxième fondamental, aujourd'hui, dans un moment où les monnaies numériques vont arriver un peu partout dans le monde dans les 4-5 prochaines années, Bitcoin est un îlot de liberté parce que ça a été créé trustlessness, permissionless. Je demande la permission à personne pour transférer des fonds, peer-to-peer, et je n'ai pas de tiers de confiance. Pas besoin de passer par une banque ou PayPal. Donc c'est un espace de liberté. Et cet espace de liberté, les gens n'en ont pas forcément conscience, mais c'est un deuxième fondamental extrêmement important dont il faut prendre conscience. Et donc les gens disent, oui, mais bon, on va avoir une régulation mondiale. Pour avoir une régulation mondiale, il faut qu'il y ait un intérêt mondial. Mondial. Aujourd'hui, on est sur une période où géopolitiquement, les pays ne sont pas alignés. Pourquoi la Russie veut être un acteur important du minage de Bitcoin? Parce qu'ils se sont rendus compte que ça a un pouvoir économique très important. Totalement. Personne ne peut les empêcher d'avoir cette richesse-là. Totalement. Donc, on aura des pays non alignés, et si on a des pays non alignés, la géopolitique du Bitcoin va continuer à jouer en sa faveur et en sa protection. Voilà. Et ensuite, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on va reprendre maintenant la notion de prix, mais en dézoomant. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder le prix aujourd'hui ou le prix depuis le 11 janvier, on va essayer de regarder le prix depuis 2008. Et donc, on va se positionner sur presque 16 ans d'historique. Et quand on se positionne sur un historique aussi long, 15-16 ans, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a un cycle de 4 ans. Ce cycle de 4 ans correspond plutôt à la division par 2 de la rémunération des mineurs. Et par rapport à cette division par 2 de la rémunération des mineurs, c'est un cycle qui démarre la hausse. Peut-être que cette année, ça démarre un peu avant. Mais si je fais une ligne entre les points bas de Bitcoin, qui a été de quelques dollars, de quelques dizaines de dollars, de quelques centaines de dollars, et puis de quelques milliers, bah, le point bas du cycle précédent, c'était 3000 dollars. Le point bas du dernier cycle, c'était 15 000 dollars. Le point bas de ce cycle, combien ça sera? Peut-être 35 ou 40 000 dollars. Donc, j'ai une ligne qui se poursuit à peu près 170% par an. Wow. Je dézoome, et donc je me dis, si aujourd'hui je viens sur Bitcoin, je ne viens pas pour 6 mois, 1 an, je viens pour Du long terme. au moins un cycle et demi. C'est-à-dire, je me donne un objectif qui est de l'ordre de 2030. Donc, Ce qui est un 5 ans. univers d'investissement comme les actions. Bien sûr. Et là, notre conviction très forte, c'est que on devrait connaître encore des éléments de hausse pour les raisons que je viens d'évoquer.
Dans les fondamentaux de Bitcoin, il y a transition énergétique. C'est-à-dire que aujourd'hui, la majeure partie des gens qui valident le réseau, Mhm. qui valident les transactions, consomment une énergie renouvelable. Et ils consomment une énergie qui est en extra capacité. D'accord. Congo, prends l'exemple du Congo. C'est vrai. Et récemment, je viens de racheter une machine pour donner des emplois à des gens dans une chocolaterie. Parce qu'on va utiliser la chaleur de la machine pour pouvoir sécher des fèves de cacao. Incroyable. Grâce à Big Block Data Center, la boîte Sébastien Gospillou met en avant. Mhm. Eh bien, typiquement, au Congo, il y a des centrales hydroélectriques qui ont été mises en œuvre parce qu'on peut miner du Bitcoin tant que le réseau électrique se met en place. Il n'y a pas de réseau électrique, il n'y a pas d'industrie qui se met en place tant que on ne peut pas utiliser, enfin on ne peut pas mettre une centrale électrique qui marche, qui s'arrête au bout d'une heure et ainsi de suite. Là, on a une centrale électrique qui produit. Le minage du Bitcoin est là pour assurer le début de la consommation. Après, il y a de l'industrie qui se met doucement en place, des villages qui vont se raccorder au réseau. Et là, on pourra enlever des containers. Ok. Donc, l'avantage, c'est que on finance la mise en œuvre de solutions de production d'énergie renouvelable. Je vous ai parlé du Congo, mais je t'ai parlé aussi du Kyrgyzstan. Il y a le ministre d'État du Kyrgyzstan sur l'énergie dit bah, pour nous, le minage Bitcoin, c'est la meilleure manière de mettre en place un réseau de production d'énergie renouvelable. Donc voilà, deux exemples qui sont importants et qui me semblent majeurs. Et enfin, comme le minage attire du monde, Mhm. ça veut dire que plus on a de mineurs, plus on a de gens qui sont en compétition pour valider des transactions, Mhm. plus on a de sécurité dans le réseau. Là, les derniers chiffres sont absolument mais monstrueux pour la capacité de calcul du réseau, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais ça veut dire aussi que si on veut corrompre Bitcoin, maintenant, il faut être capable de mobiliser minimum 4 à 5 milliards de dollars par heure. C'est énorme. Ce qui demande, pour les perdre, hein, parce que si on corrompt Bitcoin, on perd les dollars. Beaucoup, hein. Ce qui veut dire que plus on a de minage, plus on a de gens qui sont en concurrence pour sécuriser, enfin, pour être en compétition pour sécuriser les transactions, et bien, plus on a de sécurité. Donc c'est ça les fondamentaux. Et quand on Incroyable. prend en compte ces fondamentaux, le prix à l'instant T, c'est un élément, mais un élément d'un ensemble. Il ne faut pas perdre de vue ces fondamentaux quand on va faire une stratégie d'investissement régulière sur Bitcoin. N'achetez pas un Bitcoin entier aujourd'hui, on ne sait pas si ça va continuer à monter comme ça. Bien sûr. Mais mettez une stratégie pour un horizon 5-6 ans. Ouais, du DCA ou des trucs comme ça. Ok, super, super intéressant. Et donc, toi qui es vraiment pro sur le Bitcoin, euh, qu'est-ce qui va faire que le mass market va commencer de plus en plus à être présent sur le Bitcoin? On sait que c'est encore que le début. Pour beaucoup de gens, le mass market commence à connaître le mot, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Maintenant, il y a encore la blockchain qui commence à arriver. Ils se disent, oh, c'est quoi la blockchain derrière le Bitcoin? Bon, ça commence vraiment à se développer, mais on sait qu'on est qu'au début et que le mass market est encore loin de Mhm. l'adoption. Qu'est-ce qui va faire que cette adoption va grandir? On a une première étape. Aujourd'hui, le fait qu'on puisse acquérir du Bitcoin, alors c'est pas dans la philosophie du départ, mais qu'on puisse acquérir du Bitcoin à travers un ETF, qui est un produit C'est financier vrai. qui permet d'aller mettre des fractions de Bitcoin dans son life pension, dans son plan de retraite américain, c'est une étape énorme. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'acquérir par ce biais-là. L'adoption par le marché financier, c'est quand ça sera considéré comme un actif, enfin une matière première comme l'or. Mhm. Et on est sur la voie. Ça peut aller très très vite. Moi, je pense qu'il y a aussi d'autres éléments d'adoption, c'est que Bitcoin a plusieurs angles d'attaque de progression. On commence à pouvoir faire l'équivalent de smart contracts sur Ouais. Bitcoin. Bon, il y a eu les inscriptions ordinales qui ont fait beaucoup parler d'elles, je ne vais pas aller sur ce sujet-là, mais par Mhm. contre, ce qui m'intéresse, c'est mini-scripts, c'est des contrats conditionnels qu'on pourra faire. Et donc, on peut commencer à coder des petites choses qui vont apporter la sécurité d'une chaîne en preuve de travail. Donc ça va être des éléments d'utilisation. Et ces éléments d'utilisation, ils vont permettre d'avoir des frais. Et ces frais entretiennent la sécurité. Et la sécurité entretient la valeur. Donc ça, c'est des points pour moi qui sont majeurs. Et enfin, la couche de paiement qui s'appelle Lightning, Mhm. ou une autre, parce que c'est pas dit que Lightning soit la seule couche de paiement qui soit possible, doit permettre de pouvoir remplacer les transferts de fonds sur des petites sommes.
Bitcoin est fait pour faire des transactions de valeur importante et la couche de paiement comme Lightning ou d'autres, Mhm. couches supérieures, seront, à mon avis, des éléments d'adoption majeurs de Bitcoin. Donc voilà un petit peu, moi, le plan de la route sur les 5-6 prochaines années et pourquoi on trouve qu'un patrimoine ne peut pas faire l'économie d'une partie de Bitcoin en interne. Et tout ça, ça va permettre justement au public, au retail, d'être de plus en plus présent sur le Bitcoin. Bah, Voilà. c'est super intéressant. Une dernière petite question, puis après, je te laisse tranquille. Donc, tu es présent beaucoup aussi dans l'écosystème Web3. Qu'est-ce qui, à part le Bitcoin, est pour toi une grosse technologie, une grosse force du Web3? Alors, Web3 a des enjeux énormes. Bitcoin est une réappropriation de la valeur dans Ouais, les utilisateurs d'un système et un repartage de valeur qu'on retrouve dans la finance décentralisée. c'est vrai. J'aime beaucoup la finance décentralisée, même s'il faut y aller avec beaucoup de prudence. Ouais, moi aussi. Donc, quand je suis dans la finance décentralisée, je fais un rendement parce que je suis acteur. Je mets des fonds à disposition d'une pool de liquidité, j'ai un rendement par rapport à ça, et donc je suis acteur et non pas passif par rapport aux éléments. Je viens faire du staking, et bien en fait je mets en enjeu mes cryptos, et comme je suis en enjeu, eh bien je permets de sécuriser un réseau. Donc ça, c'est les premières étapes qui fonctionnent. Deuxième étape, l'étape majeure d'après, c'est qu'on arrive à faire un web décentralisé. Et le web décentralisé, ça passera par une étape majeure. Est-ce que l'on sera capable de recréer, par exemple, des réseaux sociaux qui aient autant de succès et dont on se partage la valeur? Des plateformes vidéo qui aient autant de succès et dont on se partage vraiment la valeur. Aujourd'hui, YouTube est un monstre qui capte le revenu et qui décide de qui doit parler et qui ne doit pas parler. LinkedIn décide, l'autre jour j'ai eu un post, je n'ai pas compris pourquoi ce post a été supprimé de LinkedIn parce qu'il était, je sais pas quoi, il faisait l'apologie je crois, de crypto, enfin ça allait pas. Je parlais de Bitcoin et ça leur a pas Ah, plu. c'est ton poste qui a été Ouais, mon supprimé. post a été Incroyable. supprimé, j'ai demandé plusieurs fois de revoir la politique, on m'a pas répondu. Et donc, ce qui je pense très très important, les enjeux, c'est qu'on arrive à recréer des réseaux sociaux décentralisés, et ça sera à mon avis un point énorme d'échange de valeur c'est un enjeu majeur aujourd'hui à régler. Voilà pour le mot de la fin, si je puis dire, pour l'envoi. Bah, super, super, vraiment, mot de la fin. Je pense qu'on a pris beaucoup de valeur à t'écouter. C'est super intéressant, super passionnant, comme d'habitude. Je vous invite vraiment tous à écouter ce que fait Louis-Alexandre avec sa société. Enfin voilà, il est présent partout. Contactez-le pour avoir plus d'informations. Vraiment, merci beaucoup, Louis-Alexandre. C'est vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir. Et à très Ah, vite le sur un but, c'est de partager, et donc j'ai toujours plaisir à le faire. Merci Jean de m'avoir invité. À très vite. Merci. À